Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. L'astronomie, vous le savez, c'est une passion qui peut être un petit peu onéreuse. Des appareils photo, des caméras, des télescopes, ça chiffre quand même assez vite. Et dans cette période, en plus de ça post-Covid, avec une pénurie mondiale de matériel, eh bien, vous êtes un certain nombre à vous dire, malheureusement, cet été, je ne pourrai pas partir avec un télescope. Eh bien, je vous propose aujourd'hui un guide en 8 points clés pour voir justement comment acheter du matériel astronomique, que ce soit un télescope ou des accessoires d'occasion, surtout sans vous faire arnaquer. La majorité de mon matériel, je l'ai acheté d'occasion. Pour toutes les premières années de pratique, je n'ai acheté que du matériel d'occasion. C'est plus récemment que je me suis mis à acheter un petit peu de matériel neuf, et encore, ça dépend. Donc aujourd'hui, je vous propose voilà, un guide complet pour voir ensemble et débusquer un petit peu les arnaques, mais surtout trouver les bons plans. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors la première question à se poser, bien évidemment, c'est quel est votre besoin. Si vous ne savez pas quoi chercher, c'est un petit peu comme l'observation de la Lune que nous avons vue l'autre jour avec Laurent Oumar. Si vous ne savez pas quoi observer, eh bien vous allez vous retrouver face à une myriade de télescopes devant vous et vous allez être un petit peu perdu. Je vous conseille très clairement de regarder deux épisodes absolument indispensables. Le premier, c'est mon guide pour savoir quel télescope acheter, avec voilà les critères, les pièges, etc. et des références d'instruments, avoir une assez bonne idée finalement de ce dont vous auriez besoin pour que ce télescope soit un succès et que vous ne soyez pas tenté de le revendre dans 3 mois justement sur le bon coin. Le deuxième épisode, c'est effectivement comment bien gérer votre budget astro. On n'achète pas tout dès la première année et donc là effectivement ce sera quelque chose qui vous aideront. Donc je vous ai donné les liens là, ce sont des épisodes, le premier très long, mais ça vous aidera énormément, ça vous fera gagner justement énormément de temps et ne pas éviter de perdre de l'argent, justement de balancer de l'argent par les fenêtres. La deuxième chose, c'est effectivement de regarder également les magasins. En fait, vous allez vous rendre compte quand même assez vite qu'un même matériel peut exister sous plusieurs marques, par exemple, mais également que des matériels qui existaient déjà, qui sont assez anciens, qui se vendaient dans les années 90, sont encore vendus aujourd'hui, moyennant 2-3 toutes petites modifications. Et là, donc, du coup, il y a un petit peu de recul, voire des questions à se poser en se disant, c'est peut-être pas un bon plan d'acheter ce matériel. La deuxième question justement, ce sera où aller acheter votre instrument, où aller trouver la bonne annonce. Alors la première chose déjà, c'est qu'il y a des rencontres physiques pour pouvoir acheter du matériel d'occasion et on notera les journées de l'occasion de l'astronomie qui ont eu lieu début mars, donc à Communet, je vous mets le lien dans la description. Donc ce sont des rencontres extrêmement réputées où vous allez pouvoir trouver énormément de matériel astronomique, y compris du haut de gamme. Il y a vraiment beaucoup de choses à aller trouver là-bas, donc au sud de Lyon début mars. L'autre possibilité, c'est pas mal de rencontres astro, comme les rencontres astronomiques du printemps, les rencontres astronomiques de Courrières, les nuits astronomiques de Touraine, les estivales web astro, etc. Enfin, il y en a plein de rencontres physiques d'astronomie où il y a la possibilité éventuellement de trouver des gens qui vont vendre du matériel d'occasion sur place, donc c'est peut-être l'occasion aussi. Mais là par contre, vous n'aurez pas forcément énormément de choix. Troisième possibilité également, les clubs, tout simplement. Si vous êtes membre d'un club, et passer une petite annonce en disant je cherche tel type de matériel et si ça se trouve il y a quelqu'un qui a ça qui traîne dans son couloir, dans son tiroir et ça pourrait être justement l'occasion de pouvoir acheter un matériel finalement peu de frais et justement juste à côté de chez vous. Ensuite, on va plutôt s'intéresser à Internet. Vous avez des groupes sur Facebook. Alors, vous avez le moteur d'annonce de Facebook là pour les occasions, mais vous avez également deux groupes télescope et lunettes d'occasion. Télescope, lunettes, appareil photo d'occasion. Enfin, je vous mets les liens dans la description. Là, vous avez des annonces. Ce sont des groupes plutôt dédiés aux Astram, donc peut-être la possibilité de faire une transaction ici. Vous avez bien évidemment les forums. Vous avez WebAstro, AstroSturf, Astronaut. Il y a peut-être aussi d'autres forums francophones, après il y a les forums internationaux bien sûr, mais en tout cas il y a au moins ces 3 forums sur lesquels vous pouvez trouver du matériel d'occasion. Là le petit conseil, c'est bien évidemment de vérifier que la personne est présente sur le forum depuis longtemps, notamment à poster beaucoup de messages sur le forum et tout ça, et non pas une personne qui a zéro annonce. Enfin zéro message et qui balance une annonce comme ça, où là ça pourrait être une potentielle arnaque. Il y a quand même clairement des arnaqueurs qui veulent traîner sur les forums. Si vous êtes vous-même vendeur, vous pouvez aussi vous retrouver avec des personnes qui vous disent est-ce que votre article est toujours en vente ?
Non, je vends un télescope machin, c'est est-ce que votre télescope machin est toujours en vente. Sinon, c'est un message un peu générique et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des personnes aussi qui créent des faux profils pour essayer d'aller arnaquer les gens sur les forums. On va en reparler après derrière quand on va parler du paiement, vous allez tout de suite comprendre. Et vous avez une application d'annonce qui s'appelle Télescope Occasion sur Android et sur Apple. Donc c'est Alexandra Ergot, que je salue, du magasin Enastros à Strasbourg, qui a créé cette application avec son compagnon. C'est une application que je pense que c'est bien de l'utiliser pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que on est quand même aussi face à des personnes que l'on connaît, mais surtout la chose intéressante, c'est que si vous vendez quelque chose, elle fait aussi de la vente de matériel d'occasion à travers son magasin et un peu de remise en état, etc. Donc il peut y avoir voilà un porte-oculaire ou des choses comme ça, des pièces détachées aussi, ça peut l'intéresser parce qu'elle retape des instruments quelquefois à la demande. Donc en tout cas, merci Alexandra pour cette appli parce que c'est bien pratique. Et enfin, bien sûr, il y a bon, alors vous avez anciennement eBay, machin, etc. Mais vous avez Le Bon Coin où on trouve énormément de matériel d'occasion. Et là, on va voir justement ensemble, c'est le troisième point de notre petit tutoriel, comment choisir votre annonce parce qu'il peut y avoir des pièges, bien évidemment. La première chose, c'est déjà vérifier si l'annonce que vous avez repérée, qui correspond à l'instrument à peu près que vous cherchez, si elle apparaît pas deux fois sous des lieux ou des noms différents, etc. Prenez le temps d'observer sur plusieurs semaines éventuellement les annonces qui apparaissent. Et si vous voyez que la même annonce avec les mêmes photos réapparaissent plusieurs fois, moi je cherchais un Sony A7R2, donc qui est maintenant là, que j'ai acheté d'ailleurs d'occasion et ça s'est très bien passé. Eh bien, j'avais repéré une annonce. Et en fait, la même annonce était avec les mêmes photos sous deux pseudos différents et deux lieux différents en France. Donc je me suis amusé à essayer, je vous mets les captures écran, vous allez voir, c'est hyper marrant, parce que je savais que c'était une potentielle arnaque, le tarif était hyper intéressant et tout ça, et en fait j'ai essayé de faire parler la personne, alors l'annonce était sur Poitiers, est-ce que ça vous arrive de monter sur Paris ou sur Lille pour une transaction en main propre? Oui, machin, on viendra demain, etc. Et puis finalement, ouais, mais on voudrait un paiement par ticket PCS. Ah ouais, pour être sûr de nous déplacer, est-ce que vous pouvez pas nous donner le bon du ticket PCS pour qu'on puisse vérifier? Bien évidemment, vous donnez le numéro, la personne touche l'argent. Donc les tickets PCS, ça sert à pouvoir envoyer de l'argent virtualisé à l'international, et c'est très utilisé par exemple pour envoyer de l'argent en Afrique. Et en fait, vous allez l'acheter au bar tabac d'en bas, par exemple, et en fait, avec ce numéro, vous mettez 100 €, et avec ce numéro, la personne à l'autre bout du monde pourra retirer cet argent. Si bien évidemment vous donnez le numéro, voilà. Donc je me suis amusé ensuite, après derrière, à le faire bisquer, à lui faire croire que j'ai envoyé un bon numéro, alors qu'en fait c'était un message crypté en ASCII. Enfin, je m'étais bien marré avec ça. Mais attention à ça. Attention aussi aux photos de sites marchands. C'est-à-dire que la personne vend un télescope. Si elle n'est pas capable de vous prouver qu'elle possède réellement le télescope, là, méfiez-vous. Mais la question vraiment la plus importante, c'est est-ce que c'est le télescope qu'il vous faut? Et ça rejoint le premier point qu'on avait vu ensemble. L'autre question à se poser, c'est pourquoi est-ce que le vendeur vend ce matériel? Je vais vous donner un exemple. Ce petit porte-oculaire, je l'ai acheté sur WebAstro. Il y avait quelqu'un qui le vendait 60 €. Il a été vendu. Moi, je le recherchais parce que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de rotation de la caméra, etc. C'est ce que j'utilise justement quand je fais là, vous voyez, j'en ai un qui est monté là. Et la personne le vendait, et puis, quelques jours à peine après la transaction, il y a une nouvelle personne qui le revendait au même prix. Et je pense que c'était en fait physiquement le même. J'ai fait une transaction en main propre sur l'île, le gars super sympa, etc. Et en fait, je me suis aperçu qu'il avait pas mal de jeux. Je lui ai dit, il y a du jeu, machin, etc. Ouais, mais il y a juste une vis à faire. Pourquoi tu n'as pas remis la vis correctement? Et donc en fait, effectivement, je l'ai démonté, il y avait bien une vis à visser, mais elle était déjà vissée, donc j'ai essayé de voir, et en fait, il y avait toujours du jeu, et donc résultat, vous voyez, j'ai été obligé de mettre du scotch dessus pour essayer de limiter le jeu, et là maintenant, il est utilisable. Donc attendez-vous, aussi, ça va être un des points à potentiellement bricoler, mais voilà. Donc, pourquoi est-ce que la personne le vend? Si vous voyez un télescope, par exemple, sur monture équatoriale, une lunette ou un Newton 115-900 ou 130-900, machin, etc., si vous voyez que la monture équatoriale, elle est placée avec l'axe ascension droite verticalement comme ça et l'axe déclinaison comme ça, c'est que la personne ne savait pas s'en servir, très clairement. Et donc la personne vend ce télescope parce qu'elle n'arrive pas à s'en servir. Mais aussi connaissez les instruments, parce qu'il y en a certains qu'il ne faut pas acheter, et puis là je vous renvoie à mon tutoriel. Donc là, la petite astuce déjà, monture équatoriale, regardez si ça correspond à quelque chose de cohérent ou pas.
Est-ce que c'est un modèle de référence? Il y a effectivement des instruments, par exemple, les 3/4 des instruments que vous allez trouver sur Amazon, etc., qui sont les marques Zoomion, machin, etc., qui sont franchement pas des bons instruments. Donc méfiez-vous de ces trucs-là et les achetez pas. Et c'est pour ça qu'il faut connaître un peu le marché, et c'est ce qu'on avait vu en premier lieu de notre tuto. Et renseignez-vous aussi sur l'instrument. Il peut y avoir des mauvaises séries. Il y a eu des mauvaises séries sur des Célestron, il y a eu des mauvaises séries chez TS Optics, etc. Donc allez sur des forums, discuter, poser des questions, etc. Ça peut être un bon plan, comme effectivement ça peut être un télescope qui est vendu parce que le télescope, clairement, il est foireux. Et si la personne le vend, c'est sans doute que la personne n'a pas forcément réussi elle-même à remettre l'instrument en état. Est-ce qu'il est dans un état fonctionnel? Ça, c'est hyper important. Si vous voyez que le machin est complètement démonté sur pièce, machin, ça peut être la personne qui sait absolument pas s'en servir, qui arrive pas à le monter, vous avez été retrouvé dans un grenier et tout, mais il manque peut-être des pièces. Donc vérifiez bien ça et ayez un œil critique. Est-ce qu'il est complet aussi avec ses accessoires? S'il s'agit d'un télescope, est-ce qu'il y a un chercheur? Est-ce que il y a des oculaires avec? Au niveau de la monture, s'il y a la motorisation, est-ce qu'il y a bien la raquette pour commander les moteurs, etc. Ça, c'est aussi un truc à regarder, parce que si jamais il manque des pièces, il va falloir éventuellement les trouver, et là ça peut poser quelques petits problèmes. Donc attendez-vous potentiellement à devoir bricoler un peu sur l'instrument. Voilà, ayez ce petit regard critique de vous le dire. Mais justement, nous arrivons à notre 4e point clé, et nous allons voir comment vérifier l'état de votre instrument. La première chose déjà, c'est la mécanique globale. Donc vous allez déjà faire un premier contrôle à travers l'annonce et à travers des questions au vendeur, et le deuxième contrôle avec la même liste de contrôles sur place au moment de la transaction. Parce que je vous recommande clairement une transaction en main propre, quoique vous n'êtes pas toujours obligé. Alors déjà, la première chose, c'est les absences de rouille, les trucs comme ça. Pas de vis manquante, pas de jeu excessif. J'ai acheté un trépied pour ma Star Adventurer. Clairement, il y avait du jeu au niveau du pied. Donc, d'ailleurs, j'avais tourné un tutoriel que je vous ai pas encore sorti, je vous le sortirai à l'occasion, où j'ai resserré toutes les petites vis. J'ai même rajouté moi-même des petits interstices à certains endroits, justement à cause de ce jeu là-dessus. Vérifiez que pour les pièces mobiles, il n'y ait pas de blocage, ou au contraire d'extrêmement mou sur les portes oculaires, des choses comme ça. Donc bien vérifier toutes les parties mécaniques, c'est hyper important. Même chose au niveau des vis sans fin sur des montures équatoriales. Eh bien, faites tourner la monture et tout ça. Voyez que vous n'ayez pas un loup dans la monture. Au niveau des optiques, là aussi vous allez prendre une lampe, ça peut être la torche de votre smartphone. Alors attention au niveau des optiques, il faut être rigoureux dans le contrôle, il ne faut pas se faire de panique inutile non plus. En fait, un des premiers trucs qui va être compliqué, c'est de faire la distinction entre des poussières qui sont et des petites saloperies qui sont sur l'optique, d'une optique qui est détériorée. Dans le cas des miroirs, par exemple, vous pouvez avoir des miroirs qui sont piqués. Un miroir, en fait, c'est en verre, et vous avez simplement 10 microns à peu près d'épaisseur pour l'aluminure. Donc c'est très très fin. Une araignée, par exemple, avec l'acidité de la toile d'araignée, des poussières avec de l'humidité dans un garage ou dans un grenier, des choses comme ça, eh bien ça peut venir piquer cette alumine, et en réalité, eh bien en fait il n'y a plus cette surface réfléchissante. Donc ça ressemble à une poussière, et en réalité ça n'en est pas, et c'est là où il va falloir regarder en jouant avec les angles de lumière pour essayer de se rendre compte, de savoir si c'est l'alumine qui est piquée ou pas. Une technique, si vous avez cette possibilité-là, c'est certains télescopes, en fait, vous pouvez voir par rapport au dos du miroir. Et donc là, quand il y a une source de lumière de l'autre côté, vous voyez des petits points lumineux depuis le dos du miroir. Alors quand ils sont tout petits, c'est un peu normal, c'est jamais parfaitement homogène quelquefois la répartition de la lumine quand les miroirs sont créés. Mais par contre, si vous avez vraiment des vrais points, etc., là c'est que le miroir est piqué. Si vous avez un doute, nettoyez le miroir avec le vendeur. Là-dessus, vous pouvez regarder le tutoriel de Guillaume sur la chaîne Astronaute. Il est très bien fait, il explique bien les choses. Il n'y a pas de risque à le faire par vous-même, il faudra juste complètement recollimater l'instrument. Si vous achetez un Newton, vérifiez le primaire et le secondaire. Moi j'avais acheté, ça c'est une de mes expériences, j'avais acheté un Midnight Bridge 300. Le primaire, il était plutôt en bon état, même s'il avait quelques petites traces, etc. Le secondaire était complètement piqué, j'ai dû le changer. Le vendeur, bien évidemment, n'a rien voulu entendre
parce que lui il avait acheté l'instrument avec une monture et il voulait surtout la monture qui était un monstre type Q8 parce qu'il fallait quand même mettre un 300 dessus. Et en fait le secondaire il était mort de chez mort très très clairement et bien sûr le gars ne répondait plus au téléphone, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà, donc j'ai dû racheter un miroir secondaire. Et donc là-dessus, effectivement, il faut bien vérifier. Le miroir secondaire, bah c'est clairement le bon endroit où, avec en plus de ça les branches d'araignée, etc., où l'araignée va aller tisser sa toile justement. Des miroirs rayés. Alors attention aussi, méfiez-vous. Il y a toujours des micro-rayures sur la surface d'un miroir. C'est extrêmement fin et on a presque l'impression qu'il y a une toile d'araignée dessus en fait. Mais même si ça peut être courbe, etc., ça arrive très très vite. Ne nettoyez jamais un miroir d'ailleurs avec du sopalin parce que là vous allez créer des micro-rayures de façon monstrueuse. Par contre, il peut y avoir des vraies rayures où là vous voyez qu'il y a de l'alumine qui est parti. Mais la micro-rayure, c'est pas quelque chose de grave. Pour les lentilles, ça va être un peu la même chose. Vous allez avoir des risques de lentilles qui sont impactées. Alors une lentille qui est abîmée, si vous voulez, par une toile d'araignée, par des poussières, j'ai pas vraiment de témoignage que ça existe réellement. Par contre, elle peut être impactée par des chocs, parce qu'une lentille d'une lunette est quand même à l'avant et peut être exposée. Par contre, un des risques aussi, c'est l'humidité et les traces de champignons. Donc regardez bien qu'elles soient bien transparentes, bien propres, etc. Ça peut se nettoyer, hein, bien sûr, des lentilles de lunettes. Il peut y avoir aussi des traces irisées suspectes. Ça peut être le cas par exemple sur une paire de jumelles, etc. Si vous avez un groupe de 2 lentilles collées, je vous montre une photo. Voilà, ça aussi c'est les petites choses à regarder. Mais des lentilles sales, quelquefois ça peut se nettoyer. Donc là aussi il faut voir peut-être avec le vendeur. Et c'est pour ça on va le voir au niveau de la transaction qu'il est quand même bien de se faire accompagner. Pour tout ce qui est motorisation, je vous conseille un truc hyper important, il faut tester. Un moteur qui fait du bruit, on peut croire qu'il fonctionne correctement et en fait non, parce que des moteurs pas à pas, il suffit de mettre une tension alternative, ça va faire brrr comme ça, et c'est normal. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle tourne. On m'avait prêté une lunette astronomique sur une monture, en l'occurrence une Pearl Vixen Super Polaris, avec une alimentation qui n'était pas assez puissante. L'adaptateur secteur n'était pas assez puissant, c'était pas le bon en fait. Les moteurs vibraient, on pouvait croire que ça fonctionnait et en fait ça ne fonctionnait pas. Et en fait j'ai pris une alimentation plus puissante, ça faisait le même son, mais par contre ça marchait. Donc testez les moteurs, voyez avec la raquette que ça tourne dans toutes les directions, etc. Que ça marche correctement. Vérifiez bien les connectiques aussi. Méfiez-vous si vous avez des jeux au niveau des connecteurs et tout ça, là il faut tester. Au niveau des câbles également, vérifiez qu'il n'y ait pas des câbles à moitié déjà dessoudés, etc. Qu'il n'y ait pas des risques d'arrachement ou que finalement la connectique n'est pas en train de s'arracher. Donc ça c'est très très important. Et faites attention donc à tout ce qui va être de l'ordre des déconnexions suspects. Au niveau des appareils photo et des caméras, ça va être un petit peu la même chose. Si vous achetez un appareil photo numérique, demandez à avoir un offset, un dark, 30 secondes, et un flat, donc en RAW pour contrôler le capteur. Donc le flat, vous le ferez l'appareil ouvert face à avec un histogramme à 2/3 hein, face à une fenêtre comme ça allumée, ce sera tout à fait correct. L'objectif c'est quand même de vérifier qu'il n'y ait pas des. Alors le flat devrait voir des gros scratchs et des choses comme ça. L'offset et le dark permettront de voir si jamais il y a des pixels cramés. Sachez que un capteur d'appareil photo numérique ça peut se cramer avec des lasers de boîte de nuit. Donc effectivement, il faut quand même bien vérifier le truc à ce niveau-là. Vérifiez le nombre de clics aussi, alors suivant les marques d'appareils photo, voilà, c'est pour ça que je vous conseille de prendre un PC avec vous le jour où vous irez à la transaction. Pour faire cette vérification, par exemple avec EOS, il y a un programme, avec Canon, il y a un programme, on connecte l'appareil photo numérique, paf, ça nous dit le nombre de photos. Sur Sony, il y a un appareil qui ouvre le fichier RAW ou JPEG et qui nous le dit également, ça peut être une indication. Soyez clair avec le vendeur sur une chose très importante, un engagement de sa part si jamais le rideau est HS dans les mois qui suivent la transaction. J'ai eu le tour, fort heureusement avec un vendeur très honnête, que je salue, se reconnaîtra. Quand j'ai acheté mon Sony A7R2, en fait le rideau était en fin de vie, il avait 47 000 clics, je crois qu'il y en avait peu pour un appareil photo qui est donné pour 500 000. J'ai gueulé auprès de Sony, j'ai essayé de pousser à mort pour que ce soit pris en charge par Sony. L'appareil ayant un peu plus que la garantie, il avait un tout petit peu plus que 4 ans, le vendeur l'avait acheté une extension de garantie,
Ils n'ont pas voulu. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a partagé à 50-50. Je me suis dit que, déjà, de pousser, normalement les 100% devraient être à la charge du vendeur, c'est un vice caché et au niveau de la loi, c'est comme ça. Mais j'ai préféré faire du 50-50 parce que vu le prix auquel il me l'avait vendu, qui était très honnête, dans ce cas-là, ça valait pas le coup pour lui de le vendre. Donc voilà, j'ai préféré être honnête, faire un 50-50, et ça s'est très bien passé avec lui. Donc mon rideau a été réparé. Mais ça c'est vraiment un truc à vérifier, c'est important. Donc par exemple, faire des rafales de photos et vérifier que les photos sont bien toutes homogènes au niveau de l'exposition, des petites choses comme ça. Attention aux déconnexions suspectes. Par exemple, ça c'est une QHY5L2. Donc la même que la Asie 120 couleurs, et bien celle-là, elle m'a fait beaucoup de déconnexions suspectes. Je l'utilise beaucoup moins et un jour, je pense que je vais l'ouvrir pour regarder s'il n'y a pas des broches qui sont dessoudées au niveau du connecteur. Je l'avais acheté d'occasion celle-là. Par contre, il y a quand même des transactions qui se passent super bien. Ça, c'est un Panoptique 27 donc de chez Télévue que j'ai acheté sur Webastro. État impeccable. État neuf, nickel, franchement, absolument ravi. J'ai acheté plein de filtres aussi, donc UHC, etc., Oxygène 3 et tout. Aucun problème. Il y a beaucoup de vendeurs qui sont des vendeurs qui sont des vendeurs très fiables. Et donc, regardez si la personne, c'est un habitué du forum, qui a posté plusieurs centaines de messages sur le forum, vous pouvez déjà avoir une assez bonne confiance. Et donc, en fonction de tout cet état cosmétique, fonctionnel et technique de l'instrument qui est vendu, vous voyez, pour négocier le prix. Donc justement, on va parler un peu du prix, de la référence de prix. Première chose à vérifier, bien évidemment, savoir si le prix est annoncé frais de port inclus ou pas. Suivant les sites, suivant les forums, c'est par défaut éventuellement du frais de port inclus, mais vérifiez bien évidemment ça parce que ça peut faire augmenter un petit peu le prix. Et dans votre considération justement de l'intérêt de la vente, enfin ou de l'achat, ça peut avoir un impact. Alors moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est ce qu'on dit à peu près, 70% du prix du neuf pour un matériel en très bon état. Très bon état cosmétique, très bon état technique et fonctionnel. 80% ça peut arriver sur des trucs véritablement neufs ou des choses extrêmement rares. Donc là, vous voyez, mais en même temps, songez que quelque chose de trop cher et exceptionnellement rare, il y a tellement peu de demandeurs qu'en fait les 80% ne se justifient pas vraiment. Vous voyez, quelqu'un qui va vendre une lunette H-Alpha, donc qui vaut 10 000 € neuve, il la propose à 8 000 €, pas sûr qu'il ait beaucoup de personnes qui soient intéressées. Par contre, il a la bonne touche, il la vendra. Donc, voyez un petit peu ça et soyez un regard critique. 60% c'est un état normal avec déjà, donc état normal fonctionnel, mais déjà avec des traces cosmétiques quand même un peu plus importantes, etc. 50% c'est quand vraiment l'état est passable, c'est le truc a été usé, etc., mais fonctionne. En dessous de 50%, je vais vous le dire franchement, c'est de l'état très très douteux. Donc voilà. Donc à vous de voir à peu près par rapport à cette truc-là, mais la référence est quand même 70%. Vous verrez de temps en temps du 60%. Du 50%, ce sera quand même relativement rare. Songez qu'il peut y avoir éventuellement des cas de revente de matériel après un décès, où là vous allez pouvoir trouver du 60 et du 50% pour du matériel en bon état, parce que là la personne elle veut tout vendre, elle veut pas se poser de questions. Au niveau du paiement, 6e point donc de notre tutoriel, très très important, méfiez-vous des arnaques. Et là, il faut être extrêmement clair. En fait, il faut refuser toute personne qui va essayer de sortir d'un système de paiement sécurisé. Justement, je vous ai raconté l'histoire des tickets PCS, donc ça c'est clairement une arnaque. Donc c'est pour ça qu'il faut cuisiner un petit peu la personne et l'orienter tout de suite en fait sur une transaction en main propre. Et si la personne insiste en disant ah ouais mais machin ticket PCS, là tout de suite vous savez que vous avez affaire à une arnaque. La personne, si elle vient en main propre avec le matériel, là elle peut plus tellement vous frauder, vous avez les choses vraiment sur place. Attention aussi aux faux mails PayPal. Alors ça c'est quand vous êtes acheteur. Quand vous êtes vendeur, mais sachez qu'il y a des gens qui font des faux mails PayPal. Il y a aussi les histoires carrément d'histoires de virement et tout ça. Je vous renvoie en fait à la chaîne de Sandoz qui est absolument géniale, et en fait Sandoz a très bien démontré toutes ces fraudes. Alors je prends un exemple, celui de Thomas MK, donc j'ai posé la question un peu sur le groupe Facebook de la chaîne de vos témoignages, et il y a eu des témoignages très intéressants. Donc je vous mets le lien dans la description sur la liste de ces différents témoignages. Donc prenons justement le témoignage de Thomas MK. Il voulait acheter une Lunt 50, lunette H-Alpha pour l'observation du soleil, sur le Bon Coin.
Et en fait, c'était une arnaque. La personne, en fait, ne voulait pas passer par le système de paiement sécurisé du Bon Coin ou par PayPal et lui a proposé de faire un virement pour proposer qu'elle était de bonne foi. Elle a envoyé un contrat de vente, sa carte d'identité et un RIB. Et en fait, avec plusieurs recherches, eh bien, il s'est aperçu que la carte d'identité était fausse, que le RIB envoie vers une banque étrangère. Et en fait, il avait trouvé la photo de l'annonce donc originale sur un site astro anglais. Donc c'est pour ça que je vous disais justement de vérifier la photo. Une technique, très très bonne technique là-dessus, vous prenez la photo, vous la téléchargez, vous allez dans Google Images et vous mettez la photo dans Google Images. Si jamais elle retombe, méfiez-vous. Alors, essayez, voilà, donc de vérifier l'identité du vendeur, mais ça ne prouve pas toujours, mais c'est pour ça que je vous dis, via les forums ou les groupes sur Facebook où la personne, vous la connaissez, enfin, la personne, ça fait plusieurs mois que vous la voyez sur le groupe Facebook, a vraiment parlé d'astro, a montré des photos et tout, là, vous savez que vous pouvez avoir un peu plus confiance. Alors des chèques, des virements, des paiements via le site, c'est voilà, moi je l'ai fait, j'ai fait des achats par virement, par chèque, mais après m'être assuré un minimum de l'identité de la personne. Alors, vient ensuite la question de choisir le type de transaction, c'est-à-dire si vous allez faire une transaction en main propre ou une transaction finalement par envoi type postal. Le main propre pour moi est clairement à privilégier pour les gros trucs, pour des petits trucs, pour un filtre ou machin, il y a déjà beaucoup moins de risques. Il y a des colis sécurisés avec du paiement à la réception, ou en tout cas avec un déclenchement du paiement à la réception. C'est maintenant ce que propose le Bon Coin, et je pense que c'est franchement pas mal. Il y a des colis aussi non sécurisés, donc là ce sera du paiement avant l'expédition, et puis ensuite l'histoire de payer quand même une garantie sur le colis. Alors moi j'avais acheté une fois une Barlow, qui m'avait été envoyé par la poste, et la personne, fort heureusement, on avait pris un envoi sécurisé avec accusé de réception, etc. et avec une garantie lors de l'envoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait le colis a été livré sur mon voisin de l'entrée d'à côté, qui du coup a dit ah bah non, c'est pas pour moi, a voulu le rendre à la poste, et en fait la poste l'a paumé. Il a fallu se battre, mais j'ai été remboursé carrément au prix du neuf, alors que je l'avais acheté d'occasion. Donc ça c'est un truc important aussi. Soyez en fait suspicieux par nature. Certains vendeurs sont de confiance, sont bien référencés, d'autres viennent de débarquer, certains sont des escrocs, et certains éventuellement vous vendent un truc sans... Voilà. J'avais acheté un collimateur laser. Pourquoi la personne le vendait? Tout simplement parce que le collimateur laser, il n'était pas collimaté. Alors après, une fois que j'ai trouvé le truc et que je l'ai collimaté, je peux vous dire que j'ai eu un sacré grab dans la qualité. Voilà, c'était mon premier collimateur laser, mais j'en avais besoin d'un quand je débutais avec mon Lightbridge 300. Donc pensez à ce petit genre de choses. Il y a des personnes qui vous vendent des choses sans trop savoir. Je ne saurais jamais si la personne vraiment était consciente de m'arnaquer sur le jeu de ce petit porte-oculaire hélicoïdal ou pas. Donc voilà, soyez quand même un petit peu méfiant par nature. Dernier point, 8e point de notre tuto, la transaction proprement dite. Essayez de privilégier quand même un lieu public et éventuellement prendre un pot avec la personne, par exemple dans un bistrot ou tout ça, ça peut être sympa, prenez le temps. Justement, prévoyez le temps nécessaire, 1h30, et ça peut être l'occasion de toute façon d'une rencontre intéressante, mais ne prenez pas genre le truc, une demi-heure, j'arrive en train, je fais ma transaction, je reprends le train suivant. Non, non, non. Prenez votre temps très sincèrement, avec un appareil photo, vous faites des photos, vous les ouvrez avec le PC, etc. Assurez-vous d'avoir bien évidemment toutes les dernières versions de logiciels, etc., de drivers pour pouvoir ouvrir les fichiers. Les fichiers du Sony A7R II par exemple, Iris ne sait pas les ouvrir. Heureusement j'ai avec PixInsight. Alors, faites-vous accompagner, ça c'est très très important, d'un autre astronome amateur qui a déjà l'habitude, qui a manipulé du matériel, qui a vu du matériel vivre, etc. Par exemple, le membre d'un club, ça vous aidera considérablement. L'histoire de mon miroir secondaire piqué, j'aurais été avec un autre astronome amateur, il l'aurait vu, il m'aurait dit attention, là il y a un loup. Faites parler justement le vendeur sur l'histoire de l'instrument, d'où il vient, pourquoi il le vend, et tout ça. Ça peut vous donner quelques indices, savoir s'il n'y aurait pas un loup quelque part. Et vérifier l'instrument sur toutes les coutures avec tout ce qu'on a dit, donc tout ce qui est matériel, enfin mécanique, tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est optique, tout ce qui est motorisation, tout ce qui est électronique, etc. Vérifiez bien l'instrument. Éventuellement sur un instrument vraiment là qui va commencer à coûter, etc. Faites une soirée d'observation carrément avec la personne. Ça peut être super sympa, mais au moins vous allez voir sur pièce que l'instrument fonctionne correctement. C'est pour ça qu'il faut savoir ce que vous achetez. Si par exemple vous achetez un télescope, allez, admettons un Celestron C8, eh ben idéalement il faut
que vous ayez pu regarder déjà par le passé dans un Celestron C8 pour avoir une idée de ses performances et de l'image que vous pouvez attendre de cet instrument. Parce que si vous êtes tout débutant et que vous passez d'une lunette de 70 à un Celestron C8, il y aura un gap, mais potentiellement on peut vous montrer ça peut quand même vous impressionner d'avoir un télescope qui en réalité a un loup, quoi. Donc ça c'est quand même un truc qui est assez important. Venez éventuellement avec vos outils, si jamais il y a des vis à revisser, des choses comme ça, voir justement si le jeu est quelque chose de récupérable ou si c'est parce que le machin il est vaillé et que vous ne pourrez rien en faire. Venez avec vos oculaires, vos collimateurs, etc., avec un PC pour vérifier que tout marche. Si vous achetez une caméra, vous venez avec votre PC, avec les drivers, avec les machins, vous vous assurez que tout ça, ça va marcher. Et les optiques, eh bien, exigez de les nettoyer carrément avec la personne. Alors ça va pas toujours être évident si vous faites une transaction dans un lieu public, mais clairement ça vous évitera beaucoup de déboires. Voilà, donc on en a terminé un peu avec cette checklist. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que rien qu'en m'ayant écouté, vous avez un esprit un petit peu plus critique. J'ai acheté énormément de matériel d'occasion comme ça, du coup, et je ne le regrette absolument pas. J'ai fait d'énormes économies comme ça, et pour débuter, c'est le meilleur moyen de se lancer. Beaucoup d'astronomes amateurs sont des gens qui sont en fait très soigneux. Il y a des gens qui ont eu un instrument qui savent absolument pas s'en servir ou qu'on trouve un truc, et puis il y a des arnaqueurs. Donc ne soyez pas dans la panique, mais soyez juste vigilants, et je suis certain que vous arriverez à trouver du matériel, par exemple pour partir en vacances cet été, et c'est ce que je vous souhaite, voilà, qui conviendra à votre besoin et qui vous offrira des belles soirées d'observation. Donc je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à partager bien évidemment cet épisode autour de vous, quand vous voyez justement des personnes qui se posent des questions d'acheter un matériel d'occasion et autres. Je pense que j'ai à peu près tout parcouru, il y a beaucoup, voilà, mais la première chose déjà c'est de savoir où est-ce qu'on met les pieds, et donc c'est de commencer par le tutoriel sur quel télescope choisir, et là ça vous aidera énormément. Et puis si vous découvrez ma chaîne à travers cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, en tout cas laissez un petit like et un mot dans l'espace commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage, ça me donne des idées pour sortir des nouveaux épisodes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord commun avec les différentes chaînes YouTube, donc vous avez le lien dans la description, et pouvoir échanger aussi avec d'autres astronomes amateurs et tout ça, ça peut être sympa. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astron. Merci et au revoir.